Bonjour à tous, il a 25 ans, est étudiant en droit. Il a été élu en décembre 2015 à la tête du MJS, le mouvement des jeunes socialistes. Bonjour Benjamin Lucas. Bonjour. Vous avez regardé François Hollande la semaine passée. Qu'avez-vous pensé de sa prestation ? Le président a démontré une capacité d'écoute que n'avait pas forcément son prédécesseur qui traitait des opposants selon les cultures de pauvres cons. Donc au moins on peut reconnaître ça au président de la République qui a une capacité de dialogue direct avec les Français, ce qui dans la Ve République est indispensable. Après, sur le fond, moi j'ai toujours d'abord un grand soutien à lui affirmer sur ce qu'il mène pour la priorité jeunesse, oui, cette action-là, et puis ensuite toujours des réserves, notamment sur la loi travail ou sur son explication sur la déchéance de nationalité. On va en reparler. Quand il dit que la France va mieux, vous trouvez vraiment que la France va mieux, notamment pour la jeunesse ? Pour la jeunesse, beaucoup a été fait. Depuis 2012, ce gouvernement est celui qui a le plus fait pour les jeunes, plus que ses prédécesseurs, mais il reste encore beaucoup à faire. Donc je pense que pour les jeunes, on a créé les conditions pour que ça aille mieux, mais on est encore la génération la plus pauvre de la population, on est encore la génération qui est la plus touchée par les inégalités, donc c'est difficile à entendre que ça va mieux. Même quand ça va parfois mieux, c'est difficile à percevoir tant les inégalités sont criantes dans notre société aujourd'hui. Effectivement, quand il disait vouloir être jugé sur son bilan sur la jeunesse, la balance penche plutôt du mauvais côté. Non, parce qu'on a fait, là on a mis 500 millions il y a quelques jours, obtenus suite à la mobilisation des jeunes. Il y a eu les emplois d'avenir, il y a eu l'augmentation des bourses en début du quinquennat, il y a eu la prime d'activité, qui est un dispositif qui a permis de fusionner le RSA, la prime pour l'emploi, et donc à des milliers de jeunes d'accéder aux minima sociaux. Donc, et puis on a eu tout ce qu'on a fait dans le domaine de l'éducation, la réforme du collège, les rythmes scolaires, etc. Donc la jeunesse, c'est vraiment la priorité du quinquennat. Alors justement, sur les minima sociaux, Christophe Sirugue présente ce matin un rapport et propose d'élargir les minima sociaux aux jeunes de 18 à 24 ans. C'est une mesure que vous jugerez favorablement, j'imagine. Oui, aujourd'hui, il y a une vraie discrimination sociale des jeunes qui sont exclus d'un certain nombre de dispositifs sociaux. Avec cette proposition de Christophe Sirugue, eh bien, on permet enfin de réparer cette discrimination. C'est une proposition que nous, on porte depuis très longtemps et que moi, j'encourage le gouvernement à suivre les préconisations de Christophe Sirugue. Le projet de loi El Khomri, il va arriver au Parlement. On en a parlé brièvement. Qu'est-ce que vous attendez de ces débats? Est-ce que vous demandez toujours la suppression du texte? Moi, j'ai toujours un désaccord avec ce texte. Pour moi, la gauche, en fin de quinquennat, ne peut pas porter une réforme qui contredit ce qu'elle disait au début du quinquennat ou dans l'élection présidentielle. L'analyse de la gauche, non pas ces 150 dernières années, mais y compris dans l'élection présidentielle, ce qui nous a permis de gagner face à Nicolas Sarkozy, ça n'a jamais été de dire que le code du travail est un problème pour l'emploi. L'OCDE le dit d'ailleurs également, pas simplement les socialistes. Notre analyse, ça n'a jamais été de dire que la réduction du temps de travail était un problème. Ça, au contraire, ça a même créé des emplois et permis de vivre mieux. Donc moi, je ne crois qu'une loi de gauche, ça peut pas être des avancées réelles, le CPA, le droit à la déconnexion, qui compensent des reculs. Une loi de gauche, ça doit d'abord être guidée par l'esprit du progrès et de la protection des salariés. C'est quoi une politique de l'emploi favorable aux jeunes en ce moment? Le chômage est à 25%. C'est un niveau effectivement plutôt élevé dans le CDE. C'est quoi pour vous une politique de l'emploi favorable aux jeunes? Qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, s'il y a du chômage dans ce pays, je ne pense pas que c'est parce qu'il est trop difficile de licencier ou parce que les jeunes ne sont pas assez licenciables. C'est parce que les carnets de commandes sont vides. Et donc il faut se poser la question aujourd'hui de comment on change notre modèle de développement. Moi, je crois par exemple beaucoup au partage du temps de travail. Quand la croissance ne revient pas, que la productivité augmente et qu'on a un chômage de masse, il faut partager le travail pour travailler mieux, moins et tous. On a aussi, et le gouvernement l'a fait pour l'emploi des jeunes, créer des dizaines de milliers, des centaines de milliers d'emplois d'avenir. Je pense qu'il y a des pistes comme ça à explorer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire concrètement aller au-delà des 35 heures? Déjà, préserver les 35 heures, garantir leur application. Oui, moi je suis par exemple favorable aux 32 heures ou à l'année sabbatique ou à la 6e semaine de congé payé. En tout cas, à regarder de façon pragmatique comment on peut partager le travail parce qu'aujourd'hui, il faut d'abord vaincre le chômage. C'est ça notre objectif prioritaire. Mais dans un monde qui est ouvert, est-ce que la France risque pas de perdre en compétitivité encore, effectivement, face à ses concurrents européens notamment? J'ai pas le sentiment qu'un pays où plus de personnes seraient salariées, plus de personnes seraient en emploi, qui relancerait ainsi sa consommation et son économie, serait un pays moins compétitif. Il y a un sujet la semaine dernière qui est tombé sur la sélection à l'université. Un décret a ouvert un peu la sélection à l'université. Est-ce que ça peut être une piste intéressante, effectivement, pour intégrer davantage les jeunes sur le marché du travail? Je ne crois pas que la sélection à l'université soit une piste pour intégrer les jeunes sur le marché du travail. Ce qui fait aujourd'hui que les jeunes ne peuvent pas rentrer sur le marché du travail, c'est qu'il y a du chômage. C'est aussi qu'on repousse continuellement l'âge de départ en retraite et que donc on peut rentrer plus tard. C'est aussi qu'il y a un problème de formation, effectivement, qu'il y a trop d'étudiants qui ne sont pas assez formés, pas assez, effectivement, en piste pour entrer sur le marché du travail, qu'il y a des inégalités croissantes entre les insiders sur le marché du travail et puis ceux qui ont du mal à accéder. Pourquoi est-ce qu'effectivement, vous êtes opposé à la sélection à l'université? On a fait notamment, juste sur la question de la formation, la garantie jeune qui permet aux jeunes qui décrochent d'avoir des dispositifs à la fois financiers mais aussi de soutien et d'insertion qui les aident à rentrer sur le marché du travail. Non, moi, je suis opposé au principe de sélection parce que je crois qu'on doit avoir la liberté d'étudier dans ce pays et que déjà, de fait, il y a une trop forte sélection qu'il faut combattre, qui est la sélection sociale. La reproduction des inégalités, la reproduction sociale, elle est forte dans tout le cursus scolaire et universitaire. Un mouvement fait beaucoup parler de lui en ce moment, c'est le mouvement Nuit debout, effectivement, place de la République, mais aussi dans d'autres villes de France. Qu'est-ce qui vous inspire ce mouvement? Comment est-ce que le MJS le regarde?
Avec bienveillance, avec sympathie, et nos camarades sont présents pour beaucoup d'entre eux dans ces rassemblements-là. Moi-même, j'y suis allé. Moi, je crois que tout ce qui contribue aujourd'hui à donner de l'optimisme, à refaire de la politique dans ce pays, à donner un nouveau souffle démocratique dans ce pays, est utile. Et on le voit, ça se passe partout en Europe, ça se passe aujourd'hui en France. Il y a Nuit debout, il y a la pétition contre la loi travail qui rassemble 1 200 000 signatures, il y a des manifestations, il y a des collectifs locaux sur un certain nombre de sujets. Ça prouve que dans ce pays, la jeunesse veut encore faire de la politique et veut faire de la politique différemment. Mais c'est un mouvement qui rassemble des jeunes, enfin qui a des revendications assez hétéroclites. Sur quoi il peut déboucher concrètement ? Ça, l'avenir le dira. Moi, je ne lis pas dans la boule de cristal sur ce sujet. En tout cas, déjà, il a un mérite, c'est d'avoir remis du débat politique dans la société, c'est d'avoir permis à des gens qui ne votent plus, parfois, qui ne croient plus dans le discours des politiques. Et moi, je les comprends. La parole de la gauche, notamment, elle est pas crédible quand on fait la déchéance de nationalité ou la loi travail, qui sont à l'inverse de nos valeurs et de notre discours. Eh bien, on remet de la politique sur des places. En plus, c'est un symbole. La place a toujours été le symbole du lieu de l'expression démocratique. Vous avez sans doute vu les images de Alain Finkielkraut qui a été éconduit de la place de la République. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Ça, c'est pas un exemple, effectivement, d'ouverture et de débat comme le revendique la manifestation. Moi, je suis jamais favorable à l'injure. Je préfère la cinglance de l'ironie à la rudesse de l'interjection. Et je pense qu'avec Alain Finkielkraut, c'est comme ça qu'il faudrait procéder. Après, je peux comprendre que face à une volonté, à mon avis, de créer le buzz d'Alain Finkielkraut qui va à Place de la République, alors qu'il sait très bien qu'il n'y sera pas le bienvenu, il ne faut pas effectivement rentrer dans son jeu. Mais je peux comprendre aussi des personnes excédées par des propos extrêmement choquants que tient régulièrement Alain Finkielkraut qui contribuent à diviser ce pays. La primaire à gauche, vous y êtes favorable, vous en attendez quoi concrètement? Et est-ce que François Hollande peut ou doit y participer? Moi, je pense qu'une primaire, c'est toujours un bon exercice. Aujourd'hui, la difficulté dans laquelle on est, c'est qu'il faut s'interroger, non pas sur lequel d'entre nous va faire 15% et devoir arbitrer entre la droite et l'extrême droite au deuxième tour, mais comment nous allons pouvoir collectivement gagner l'élection présidentielle. Il y a un risque que la gauche soit pas au second tour. Il y a un risque aujourd'hui clair, et dans les sondages et dans les élections intermédiaires qu'on a vues, nos électeurs nous ont quittés. Donc pour ça, pour que la gauche l'emporte, il faut qu'elle soit rassemblée. Elle ne peut pas se rassembler si on ne mène pas aujourd'hui une politique conforme à ses valeurs. C'est pour ça, moi aussi, que je milite, notamment sur la loi travail, pour la retirer ou sérieusement la corriger. Une primaire peut être un moyen de débattre du fond et d'arriver à la fin à un compromis, à une synthèse qui permet de nous rassembler. Est-ce que François Hollande doit y participer ? J'ai pas d'injonction à donner au président de la République, c'est à lui de décider s'il y participe ou pas. En tout cas, moi je souhaite qu'il y ait une primaire qui rassemble toute la gauche et qui nous permette d'aller unis à l'élection présidentielle. Qui rassemble, est-ce qu'elle risque pas de diviser au contraire, effectivement, en étalant au grand jour les divisions de la gauche? C'est aujourd'hui qu'elle est divisée. Aujourd'hui, vous avez beaucoup à gauche qui théorisent le fait qu'il y aurait deux gauches irréconciliables, incapables de travailler entre elles. La gauche tentée par le libéralisme, par l'adaptation au libéralisme, et puis la gauche de la transformation sociale plus radicale. Ces deux gauches, elles ont toujours réussi à exister et à faire synthèse, à se rassembler pour aller gagner les élections et transformer la société. On parle cette année des 80 ans du Front populaire, c'est le plus bel exemple de cela. Et donc, elle est aujourd'hui divisée, il faut tout essayer pour la rassembler. Emmanuel Macron, c'est pas votre tasse de thé, comment est-ce que vous regardez son mouvement ? Moi, je suis amiénois, donc j'étais particulièrement sensible au fait qu'il vienne lancer En Marche à Amiens. Justement, quand on connaît la situation, il l'a lancé dans une région où le Front National fait 42%. Et moi, je ne crois pas qu'un discours qui dit aujourd'hui ce que dit Emmanuel Macron, c'est-à-dire que la gauche et la droite peuvent travailler ensemble, c'est un discours qui aide à combattre l'extrême droite. Et le plus grand danger pour notre démocratie aujourd'hui, c'est l'extrême droite. Et donc, le discours sur la gauche et la droite serait la même chose, ça renforce ce que dit Marine Le Pen. Et je ne crois pas en plus qu'Emmanuel Macron, économiquement, incarne de la nouveauté. Enfin, le discours d'adaptation au libéralisme, il existe depuis les années 80 en Europe. Donc là aussi, il y a très peu de modernité. Après, ça ne m'inquiète pas, des Macron, il y en a toujours eu. C'était Laurent Fabius en 84, c'était Dominique Strauss-Kahn dans le gouvernement Jospin. Simplement, il faut contrebalancer et réussir à faire synthèse. Merci beaucoup, Benjamin Lecard. Merci à vous. Bonne journée.